On a beau subir les effets des changements climatiques, amorcer la transition énergétique, on le voit, ça n'est pas facile. Et un comportement, c'est plus difficile à changer qu'une ampoule. Imaginez maintenant à quel point ça peut être complexe dans des communautés isolées comme les Inuits du Nunavik. Parce que la transition énergétique, c'est évidemment une question d'énergie et de technologie, mais c'est aussi une question de culture et de comportement. Au cours des 6 prochains épisodes, nous allons prendre une par une les questions qui se posent pour identifier les enjeux de la transition énergétique du Nunavik avec des habitants, des chercheurs, des entreprises et des décideurs. Mettez vos manteaux les plus chauds, attachez votre tuque, on part au Nunavik décrypter les enjeux de la transition énergétique. Qui sont les Inuits du Nunavik ? Encore aujourd'hui, on connaît malheureusement trop peu les différents peuples autochtones qui habitent le Canada. Les Inuits sont des autochtones qui vivaient sur le continent américain bien avant l'arrivée des Européens. Environ 12 000 Inuits vivent actuellement dans 14 villages situés au nord du Québec. Un territoire d'une superficie équivalente à l'Espagne, sculpté par la neige, les lacs et les glaciers. Mais c'est également un territoire isolé qui n'est raccordé ni par les routes, ni par le réseau électrique du sud de la province. Les Inuits ont longtemps vécu et vivent encore, en partie, d'activités traditionnelles comme la cueillette, la chasse et la pêche. C'était un peuple nomade et sa sédentarisation est relativement récente. Dorothy Mesher, une aînée du village de Kuujjuaq, s'en rappelle encore. It's hard to explain now from that time to this time because there's so much big change. We all lived in tents and we had our own little community in the tents and because there was not a lot of unnecessary junk like I have, like pictures and couches and coffee tables, TV. There was nothing like that. But it was a good life. We were always busy. Un mode de vie bien différent de la réalité moderne de Kuujjuaq. This Kuujjuaq is like a city right now. I mean, it's growing, big. And like Inuit people, I mean, they're all educated, they really got good jobs, they're building their own homes. Quels sont les problèmes associés au logement inuit ? Roxane Roy, stagiaire en droit à l'école du barreau du Québec et impliquée dans un projet de recherche sur les économies d'énergie dans le logement inuit, étudie d'ailleurs la fameuse question du logement sur les territoires inuits. En 2017, il y avait un manque de plus de 800 maisons au Nunavik et le surpeuplement touchait plus de la moitié de la population. Donc, la moitié de la population vivait dans une maison qui était surpeuplée. Certains logements devaient avoir des rénovations à plus de 35 % versus 8 % des logements au Québec ont des réparations ou des rénovations à être effectuées. Donc, c'est quand même assez majeur, 35 % versus 8 %. Avec un choix de logement limité et une usure prématurée due à la surutilisation des logements, la situation est si préoccupante qu'elle nous amène à réfléchir au droit des Inuits à un logement suffisant. Concept que nous explique Roxane. Ça peut se traduire par, exemple, une sécurité légale d'occupation, donc ne pas être évincé de son logement, mais ça peut aussi se traduire par un accès à de l'eau potable, donc un accès qui n'est pas limité à de l'eau potable. Autre facteur qui peut être important de mentionner, l'habitabilité des logements et l'énergie en fait, donc l'énergie disponible dans le logement pour, par exemple, s'alimenter. En fait, la situation du logement est tellement critique que l'Organisation des Nations Unies a conclu que le Canada manquait à son rôle de défense du droit des Inuits au logement. Ça a été même dénoncé qu'il y avait une certaine violation au pacte international des droits économiques, sociaux et culturels en matière vraiment du logement. Les Inuits ont droit à l'autodétermination en matière de logement, donc c'est un droit qui leur est inhérent. Puis je peux même faire une citation, la rapporteuse spéciale elle a vraiment très bien vulgarisé en fait, c'était que conformément au droit à l'autodétermination, les peuples autochtones, leurs représentants et institutions devraient avoir accès à des ressources financières suffisantes pour mettre en œuvre le droit au logement et avoir le droit de décider eux-mêmes comment utiliser ces ressources. Comment la situation a-t-elle pu se détériorer à ce point ? Pour le savoir, il faut comprendre qui sont les acteurs impliqués dans le logement au Nunavik. Pour la vulgarisation qu'on essaie de faire aujourd'hui, on va se contenter de parler de 3 acteurs vraiment principaux qui financent la construction de logements sociaux, qui construit les logements sociaux et qui les entretiennent, qui en fait la gestion. Et ces différents acteurs-là, leur rôle et responsabilité, ça provient d'un cadre législatif de loi qui vient vraiment
régir ce cadre-là, donc qui fait quoi. Mais il y a aussi une entente, c'est l'entente concernant la mise en œuvre de la Convention de la baie James et du Nord québécois en matière de logement au Nunavik. Cette entente-là, elle se renouvelle à chaque 5 ans. Donc, celle qui est en vigueur en ce moment prend fin en 2022. En matière de financement, c'est le gouvernement fédéral qui finance la construction des logements sociaux par un intermédiaire financier. Lorsque le gouvernement fédéral finance, je veux en fait mettre en lumière un concept juridique, là, sans rentrer dans les détails, là, qui est l'honneur de la couronne. Donc, le gouvernement fédéral se doit d'agir honorablement lorsqu'il finance certains services là, au regard des Autochtones. Donc, il se doit d'agir honorablement et, à mon sens, un sous-financement, un financement qui n'est pas suffisant, un financement ponctuel peut facilement être pas honorable. Donc, deuxièmement, qui construit les logements sociaux? C'est Makivik, donc la société Makivik dans sa division construction, puisqu'on parle vraiment des logements sociaux. Avec le financement qu'elle reçoit du gouvernement fédéral, la société construit les logements, mais elle s'occupe aussi des coûts d'immobilisation. Qu'est-ce qu'on entend par coûts d'immobilisation? C'est les coûts d'installation, transport de matériaux, la main-d'œuvre, même l'acquisition d'unités préfabriquées. Des fois, les maisons arrivent préfabriquées, on va les prendre, on va les installer. Toutes ces actions-là, Makivik s'en occupe également et doit les financer. Et troisièmement, qui entretient et qui gère les logements sociaux? C'est l'OMHK, donc l'Office municipal d'habitation Kativik. Donc, à la suite que Makivik construit les maisons, la propriété tombe dans la main, si je peux dire, de l'Office municipal d'habitation Kativik. Et par la suite, là, va s'occuper de gérer ces logements-là au sein du parc immobilier là, du Nunavik au complet. Donc, va s'occuper aussi de rénover les logements et va défrayer les coûts d'exploitation. Qu'est-ce qu'on entend par coût d'exploitation? C'est coût de chauffage, d'électricité, les taxes, l'amélioration et la modernisation également là, des logements. Et ces deux derniers acteurs-là, donc l'OMHK et Makivik, sont au niveau régional. Le gouvernement fédéral, on l'a compris, là, c'est plus au niveau national. Bref, beaucoup d'acteurs sont mêlés à la situation du logement au Nunavik. Et on le sait, quand c'est la responsabilité de tout le monde, ça devient souvent la responsabilité de personne. Les rôles et les responsabilités sont distincts. Il y a plusieurs acteurs qui ont différents rôles à jouer. C'est des rôles, encore une fois, qui sont déterminés par un cadre législatif, mais aussi par des ententes qui se renouvellent. Il y a une complexité dans le nombre, mais il y a aussi une complexité dans comment les rôles et responsabilités de chacun s'emboîtent une dans l'autre. Au final, ça fait que la responsabilité en matière de logement au Nunavik est diffuse. Est compartimentée, en fait, dans ce nombre d'acteurs-là qui viennent intervenir à différents niveaux, à différents paliers décisionnels, à différents moments de la construction de logements, par exemple. En soi, ça crée une certaine complexité, mais aussi, tu sais, c'est des intervenants qui vont avoir aussi, de par ces compartiments-là décisionnels, de responsabilité, etc., se trouvent avoir des intérêts qui peuvent être opposés. Une situation complexe donc, et il n'y a pas de réponse facile. Mais qui trouvera la solution? Et si les individus les mieux placés pour trouver cela étaient les principaux intéressés? La solution nécessairement provient des Inuits, puis va venir des Inuits dans leur autodétermination par rapport au logement. Ça viendra pas de nulle part ailleurs. Et le logement n'est pas le seul défi. Il y a aussi la question de l'énergie. Comme je le disais plus tôt, les communautés du Nord ne sont pas raccordées au réseau électrique du sud de la province. Alors, comment les Inuits font pour s'éclairer, cuisiner et communiquer? Au Nunavik, Hydro-Québec a le monopole de la production et de la distribution de l'électricité. Et la société d'État produit cette électricité à partir de mazout, ce qui coûte très cher. Pour limiter ces pertes, Hydro-Québec impose donc un tarif dissuasif pour le chauffage à l'électricité. Résultat, chaque logement inuit est chauffé par une chaudière ou fournaise au mazout. C'est une technologie dépassée et loin d'être idéale, comme nous l'explique Frédéric Gagné, directeur de la division construction de Makivik. Ce qui se passe depuis toujours, tout le monde transforme tous les usages qui peuvent être transformés vers le mazout. Donc, le chauffage est au mazout. L'eau chaude est chauffée par des chauffe-eau au mazout au lieu d'être électrique aussi. Donc, chaque maison a une fournaise, une cheminée, un réservoir à l'huile. Ça prend de la place. Ce n'est pas nécessairement la source d'énergie la plus efficace. Le mazout, surtout par grand froid, il y a une perte énergétique importante. Et en plus, le problème de l'entretien. Toutes ces fournaises-là doivent être entretenues. Et puis, le moindrement que ces
ces équipements-là ne sont pas à point, perdent encore de l'efficacité. Sans parler de tous les déversements d'huile qui arrivent autour des maisons accidentelles. Bref, le chauffage au mazout est polluant, inefficace et peut-être dangereux pour la santé. C'est d'ailleurs pourquoi on l'a interdit dans le reste de la province. En effet, le 3 novembre 2021, le gouvernement du Québec a adopté un décret interdisant progressivement l'installation du chauffage au mazout. Cette interdiction ne s'applique pas au Nunavik, mais aura des conséquences pour ses habitants, comme nous l'explique Frédéric. L'implication que ça a, c'est qu'on devient isolé, là. C'est le principe de l'offre et de la demande. S'il y a 100 000 fournaises qui sont vendues sur le marché par année, ça ne coûte pas le même prix que si Makivik est la seule à en acheter puis en achète 150 par année. Donc, tout à l'heure, c'est ça. Les fournaises vont coûter probablement plus cher. Ça va être plus dur de trouver des travailleurs qui vont être qualifiés pour les installer parce que c'est un métier qui va se perdre. Même faire la maintenance, c'est des métiers qui vont se perdre tout à l'heure parce que c'est un marché tellement restreint qui n'intéressera pas personne. Donc, on peut s'attendre à une augmentation des coûts, puis on peut s'attendre à un plafonnement également des améliorations techniques. La fournaise comme elle est aujourd'hui sera probablement la même qu'on posera dans 15 ans parce qu'il n'y a plus personne qui va faire de recherche pour améliorer le produit vu qu'il est en fin de vie. Mais la suite, encore une fois, elle ne peut pas juste appartenir à un partenaire, il faut qu'elle appartienne à l'ensemble. Makivik, comme constructeur, ne peut pas décider demain matin d'installer de l'électricité parce que la facture va être filée au propriétaire éventuellement. Ça prend une synergie entre tous les partenaires, ça prend une entente. Quelqu'un peut faire une économie, mais quelqu'un d'autre, pour que cette personne-là fasse une économie, une autre organisation va devoir peut-être payer plus cher. Fait que c'est de s'asseoir autour de la table puis déterminer les enjeux, puis de voir comment on répartit maintenant les dépenses et les investissements pour revenir qu'au total, ça balance, ça fonctionne. C'est sûr que si demain matin, Hydro-Québec décide de fournir assez d'électricité à tout le monde pour que chaque maison soit chauffée électrique, il y a une facture qui vient avec. Il y a une économie ailleurs, il y a une économie sur la construction. Donc, le coût des maisons va diminuer. Le coût des dépenses mensuelles va probablement diminuer, mais le coût à Hydro-Québec va augmenter. Fait que comment on peut rétablir la balance de qu'est-ce qui va d'un bord revient sur l'autre? La seule entité qui peut le faire, je pense, c'est la tête et c'est le gouvernement du Québec qui doit asseoir tout le monde autour de la table parce que oui, les maisons sont construites avec de l'argent en partie fédérale pour les infrastructures, mais tout le reste des intervenants sont de juridiction provinciale ou régionale. Fait que donc, Québec aurait le pouvoir de pouvoir asseoir tout le monde et d'avoir ces discussions-là. On l'a compris, les Inuits du Nunavik sont confrontés à d'importants défis. Leur mode de vie a changé à une vitesse folle, mais de nouveaux changements vont encore s'imposer pour faire face à la crise du logement et à leur dépendance presque totale au mazout. La culture, le logement et l'énergie sont en apparence des problèmes distincts. Mais ce n'est qu'en traitant ces questions ensemble qu'on trouvera des solutions innovantes. Alors, comment s'y prend-on ? En recherchant ce que veulent les Inuits pour cette transition. Et on en parle dans le prochain épisode.